ben, on est tous dans une situation délicate. La vie est une situation délicate. À part ça, la soirée a bien pris, j'ai l'impression. Bienvenue dans Cuisine et Confidence. Ce podcast a été réalisé grâce au soutien de Squares International, le premier groupe immobilier de luxe familial, grâce auquel vous allez pouvoir réaliser votre projet immobilier, que ce soit un achat, une vente. Mais je vous laisse aller voir sur leur site internet pour découvrir des biens présentés nulle part ailleurs sur squares, SQUARES-international.com. Bonjour Amanda Sters. Bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Amanda. Bienvenue dans Cuisine et Confidence pour la deuxième fois. Alors ici, il ne s'agit pas seulement de vous demander comment ça va, ça nous intéresse fortement, mais ce sont les livres qui vont, eux, répondre à cette question. En effet, on va vous inviter, si vous le voulez bien, à aller piocher un livre dans la bibliothèque juste derrière nous et on verra si le titre du livre et son contenu retranscrit bien votre état du jour, votre état d'esprit. Donc il est censé répondre à la question comment ça va. Ouais, exactement. On vous laisse y aller. Allez-y, on attend impatiemment. Alors, le suspense est à son comble. Ah, on lit avant, non, c'est au hasard, il faut fermer les yeux. Ah bah oui, au hasard. Ah oui, allez. Ah, vous pouvez le prendre avec vous et nous rejoindre à André Gide. Lui, il y a très très longtemps. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec votre état d'esprit du jour, si le grain ne meurt? Peut-être pas complètement avec mon état d'esprit, mais en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant avec mon livre, c'est le fait que, en fait, c'est un des premiers livres qui parle de l'inconscient sans en parler vraiment, sur les actes qu'on pense être décisifs et qui sont les nôtres et qui ne sont pas toujours le fruit de notre conscience. Donc là, vous nous faites habilement un lien avec votre livre. Quel métier. C'est fou, quelle transition. Alors votre livre à vous, qui est sorti ce 1er octobre aux éditions Grasset, il tient en une seule lettre, C. Alors, avant vous, il y a eu le L d'Éric Orsena, le Z de l'auteur grec Vassilis Vassiliki. Alors, L évoque donc pour Éric Orsena une île dans laquelle tout ce qui n'est pas liquide est proscrit. Z fait référence à Zei, en grec donc ce qui vit. Il semble qu'une seule lettre utilisée devient alors une forme de litote. Elle montre moins pour en dire davantage. C, comme ses courbes le suggèrent, encercle sans enfermer. C'est un champignon qui en a sous le chapeau. Il y a conflit, cul, cocu, cocasse, caustique, courage aussi, chaos. On entre dans cet appartement bourgeois du 17e arrondissement de Paris, rue Théodule Ribaud, la rue des orthodontistes évidemment. Et dans l'intimité de ce couple mixte, Rebecca, de confession juive, et Gilles, catholique, mariés depuis un bon moment. Mais un jour, leur quotidien est chamboulé par l'apparition d'un énorme champignon qui grignote leur plafond. Alors ce champignon va exacerber les divergences du couple déjà présentes et faire ressurgir le pire de chacun dans le contexte de tensions déjà en place depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023. Vont alors vous allez faire cohabiter dans votre livre le drame et le burlesque, les pleurs et les rires. En quelque sorte, vous allez nous faire pleurir. Et si j'osais, pleurote. Waouh, on est champignon. Est-ce qu'on rit et qu'on rote? Oui, parce qu'on a un peu la nausée quand même en vous lisant, parfois, parce qu'on pleure de rire, mais j'ai eu aussi cette gêne. Il y a une forme de nausée qui se dégage de vos personnages avec cette polarisation nette de leur position. Il y a les ingrédients parfaits pour sombrer dans la haine de tous les côtés, à vrai dire. Non, ce qui provoque cette suspension, ce côté très malaisant. Est-ce que c'était voulu? J'avais envie que le lecteur se sente un peu intoxiqué comme avec c'est réussi de champignons. Et peu à peu, oui, il y a ce malaise qui est en fait la métaphore du malaise social, de cette polarisation de la société dans laquelle on vit. Et ce plafond qui pourrit, c'est évidemment notre pays qui part un petit peu vers dans un chemin dont on a du mal à voir la fin, comme ce champignon qu'on n'arrive pas à éradiquer. Et c'est intéressant parce que dès les premières pages, on se rend compte que Rebecca, qui est la femme de Gilles, qui est le personnage principal du roman, même s'il y a une galerie de personnages tous aussi savoureux les uns que les autres, elle est aussi dans cette forme de contradiction hyper nette. C'est-à-dire que dès la première page, elle trouve à la fois le champignon d'une grande beauté et à la fois elle le trouve monstrueux.
Je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant dans la double fascination, et là aussi c'est métaphorique. Il y a ce qu'on appelle cette fascination du pire. Aujourd'hui, quand on voit les groupes politiques extrêmes qui prennent de plus en plus de place, il y a cet élan de se dire on va voir si en fait aller jusqu'au bout, détruire quelque chose pour reconstruire quelque chose d'autre, ce serait pas bien. On a tout essayé, tentons ça, et en fait on est prêt à tenter le pire. Et donc il y a cette double aussi cette double façon de voir les choses, le sublime dans la destruction, quoi. Oui, parce qu'en fait on sent bien que c'est une fascination pour cette haine au final, donc là qui est centrée sur ce conflit, mais ça pourrait être autre chose. Mais il faut qu'au bout d'un moment la haine soit dirigée vers quelque chose, vers une communauté, vers un groupe de personnes précisément. Oui, il y a cette illusion qui a toujours existé dans les sociétés, qu'un groupe de personnes pourrait représenter tous les soucis qu'une société, de toute la société, peut traverser. C'est les juifs, ça peut être les noirs, les arabes, comme si ça existait, comme si un groupe de gens était un tout. Il n'y a pas d'unité de pensée, il n'y a pas de façon d'être parce qu'on est de telle ou telle couleur de peau ou de telle religion. Mais cette idée qu'on peut mettre les gens dans des groupes, dans des sacs, les jeunes, les vieux, c'est vraiment le départ du poison. Et ça vient étrangement dans la société actuelle, d'un mouvement qui était censé être libérateur et qui est censé aider les communautés, puisque le wokisme a vraiment poussé à ce que chacun soit considéré pour ce qu'il est. Un acteur soudain ne peut plus incarner quelqu'un de différent de sa provenance, alors que c'est le principe même de la comédie, du métier de comédien, mais surtout de l'empathie, qui est la base de nos métiers d'artistes. On a fait interdire des livres aux États-Unis parce que soudain, parce qu'on crie au loup avec Trump, mais en fait, à l'époque, 4 ans avant, personne n'a hurlé quand le wokisme s'est mis à interdire, par exemple, un auteur français qui a voulu, alors qu'il était blanc, écrire le destin d'une petite fille noire esclave. Il n'y avait que de l'empathie, beaucoup de recherche, une envie de faire le bien, mais soudain, il n'avait plus le droit de faire ça. Et donc, toutes les polarisations, parce que je parle des États-Unis, mais voilà, d'un côté ou de l'autre, cette idée qu'on devait reconnaître les gens pour ce qu'ils représentaient au lieu de les reconnaître individuellement pour ce qu'ils étaient, c'est vraiment le départ de feu qui crée l'incendie aujourd'hui. C'est un peu une question de légitimité. J'ai l'impression que c'est un terme, il y a quelques années on parlait de respect, il faut respecter, et aujourd'hui il faut être légitime. Pour prendre la parole dans un conflit, il faut être soit d'un côté soit d'un autre. C'est un petit peu une crise identitaire où chacun doit se définir exactement. Je pense que même à un moment vous dites Rebecca était juive, elle portait son judaïsme de façon tout à fait transparente, et du jour au lendemain elle est juive, c'est-à-dire que elle peut plus le nier, et c'est ce qui en fait son identité. Et comment pensez-vous qu'on en est arrivé là, à cette crise de la légitimité et de l'identité à tout prix ? C'est à double tranchant, parce que j'aimerais bien, par exemple, que des gens légitimes intellectuellement s'expriment sur Instagram, que ce soit sur ce conflit ou un autre, mais aussi sur le Covid, par exemple. Il y a des gens, au moment du Covid, qui m'ont appelé en me disant « Est-ce que vous voulez vous donner votre avis sur je ne sais pas quelle chaîne ?» Je dis « Mais non, je ne suis pas... Je suis pas médecin. Pourquoi vous voulez que je donne mon avis sur le Covid ? Je peux vous dire ce que je ressens, à la limite, que j'ai peur, que je le vis comme ci, comme ça. Mais mon avis n'est de très peu d'intérêt. » À ma place est allée s'exprimer une actrice dont je ne citerai pas le nom, et je me suis dit, ils sont complètement dingues. À quel moment des gens, sous prétexte qu'ils sont médiatisés, peuvent donner leur avis sur tout et n'importe quoi, et sans travail de recherche, sans
la légitimité pour le coup. Et la légitimité, elle s'est déplacée Oui. dans la représentation Exactement. au lieu d'appartenir à l'intellect, à la connaissance. Mais ce qui est fou, c'est que dans votre roman, donc Rebecca, au final, elle assume sa judéité, mais elle l'a jamais mise en avant le 7 octobre. C'est ce qu'on comprend dans votre livre, c'est qu'elle se sentait juive sans plus, quoi, juive de culture. Mais Comme pendant la Seconde Guerre mondiale, quand on tapait à votre porte, vous emmenait dans un camp, on vous demandait pas si vous étiez pratiquant ou pas. Mhm. Hein, et il suffisait d'une demi-ascendance. Et donc, oui, soudain, c'est le fait que vous soyez fait juif par quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, moi, je pense que je me suis rendu compte que j'étais juive quand on m'a traité de sale juive à l'école, en 6e. Ouais. Et avant ça, c'était pas vraiment un sujet chez moi, puisque je viens d'une famille assez laïque, pas spécialement pratiquante. ouais. Et en fait, je pense que c'est la façon dont les gens nous assignent à ce qu'on est censé être ou représenter qui finit par nous définir Mhm. plus que ce qu'on ressent nous-mêmes de notre identité. Ouais, ça nous dépasse. Et d'ailleurs, cette assignation, je trouve qu'on la ressent aussi quand on n'est pas forcément juif. Enfin, nous, on est issus, par exemple, d'un couple qui est mixte, une mère catholique, d'un père juif. Donc, je ne suis pas juive. Mais aujourd'hui, clairement, oui, je me dis, je suis renvoyée à cette judéité. Je me dis, faut faire attention avec ton nom, etc. En effet, on fait un peu attention aux colis, aux noms qui apparaissent. Ça devient assez pernicieux, cette vigilance qu'on n'avait pas du tout avant. Enfin, je me permets un on. En fait, c'est toujours ce qui est problématique, c'est que c'est devenu une façon de montrer que la démocratie elle-même est en danger, la liberté est en danger. Les gens devraient savoir qu'à partir du moment où n'importe quelle communauté n'a plus le droit de vivre en paix ou est mise dans un coin où ils sont obligés d'avoir des privations, vous devez faire attention, pas mettre votre nom, pas mettre une mezouza devant la porte, etc. Toutes ces choses-là, toutes ces petites privations, elles indiquent qu'une société est en danger. Puisque si une haine est dirigée vers un groupe, elle le sera à un moment donné vers un autre. Oui, et qu'elle est malade, un peu comme ce champignon donc, qui est au-dessus de leur lit, qui a fait irruption, qui vient et qui repart dans le roman, parce que parfois il s'atténue, parfois il revient, mais il a l'air très disgracieux. En tout cas, il met en angoisse Rebecca, ce qui a le don de complètement énerver son mari Gilles, qui lui commence à prendre ses distances. Je voulais aussi, parce que là on en parlait tout à l'heure, de cette haine, vous dites, page 163, vous parlez même du plaisir en fait à la haine, à diriger cette haine. Vous écrivez, y avait-il en chaque juif, voire en chaque être humain, un plaisir dans le fait d'être haï ou de dégoûter son prochain? Est-ce juste elle? Et je trouve ça fou de parler de ce plaisir à haïr, et même vous allez plus loin, du plaisir à ressentir le fait d'être haï. C'est-à-dire que vraiment vous avez fait tout le tour du spectre. Alors, c'est plus complexe là parce qu'on parle aussi d'un rapport sexuel et ça, mais il y a un truc dans le c'est pas forcément le plaisir d'être haï, mais c'est le plaisir d'un coup se mettre à exister à travers cette haine. Ouais. Comme on est stigmatisé, comme on est montré du doigt, pour des gens qui sont transparents le reste du temps, soudain ça devient une façon d'apparaître au monde, et c'est aussi dangereux. C'est aussi ce qui crée la paranoïa, c'est aussi ce qui crée l'idée que on devient le centre du monde alors qu'on était juste une personne de plus. Donc c'est toujours... les sentiments humains sont toujours ambivalents et complexes. Ouais. Et vous le décrivez très bien d'ailleurs, parce que c'est ce dont on se rend compte. Et enfin, dans les discussions en société, il y a une compréhension, alors ou pas, du conflit. Et certaines personnes de confession juive pourraient dire non, toi tu peux pas comprendre, tu n'es pas juif, etc. Et d'ailleurs, vous le dites à un moment donné où il y a une réunion avec les amis de Rebecca. Et il y a Gilles qui s'extrait par cette phrase et qui fait un peu froid dans le dos. Je suis désolée pour vous, répondit Gilles d'une voix douce, sous-entendue, c'est votre conflit, c'est pas le mien. Parce que justement, il a ce ras-le-bol en se disant ils veulent se mettre au centre du monde et s'approprier ce conflit absolument. Et ce conflit, j'en ai pas envie. Alors, c'est pas exactement ça pour moi. Pour vous, c'est juste qu'il ne s'autorise pas non plus à avoir les mêmes... Vous pensez les mêmes sentiments que
que les autres. Je pense que évidemment, il y a des choses que les gens qui ne sont pas juifs peuvent pas comprendre, en tout cas de la peur immédiate. Mais comme moi, j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire d'être rwandais pendant un génocide. En fait, on peut essayer de se mettre à la place des gens, mais c'est difficile de comprendre la peur au ventre des juifs en ce moment qui envoient leurs enfants à l'école, etc., parce que c'est une réalité dans leur quotidien. Dans leur chair. Et dans leur chair, et voilà. Mais évidemment... il ne faut pas soudain exclure les gens qui voudraient avoir cette empathie-là. C'est toujours le danger, c'est de se dire, mais en fait, certaines personnes aussi peuvent se dire qu'ils sont vraiment avec nous, qu'ils nous tiennent la main, qu'ils comprennent d'une autre façon. Et on ne comprend pas forcément dans sa chair, mais on comprend dans sa matière émotive. Et j'ai assez... incarné dans mes livres d'êtres humains qui étaient très loin de moi pour comprendre que c'est possible de comprendre. Oui. Alors, est-ce que, pour avancer dans l'histoire, est-ce qu'on peut dire aussi, c'est pour Capucine qui est la maîtresse de Gilles. Alors, Capucine, elle est très aussi, j'allais dire caricaturée, mais bon, très polarisée, on va dire extrême droite, membre du FN. Et ce qui est intéressant, c'est que Gilles, lui, il ne se reconnaît plus dans cette vie. Il ne se reconnaît plus dans son couple avec Rebecca. Il ne se reconnaît plus non plus dans le décor de cet immeuble du 17e. C'est comme s'il cherchait un ailleurs. Il va vers l'extérieur pour s'extraire de ce champignon, de cette relation qui pourrit, qui fomente. Et il recherche un endroit physique ou symbolique d'ailleurs où il se sentirait à la maison. Et j'ai ressenti ça dans votre livre, c'est cette quête de se sentir à la maison quand d'un seul coup tout son quotidien vacille. C'est certain que quand il y a quelque chose de toxique qui pousse à votre plafond, donc quand votre couple devient toxique, quand la vie devient toxique, vous vous sentez plus chez vous, et il faut établir un nouveau lieu. Donc il y a ce côté un peu animal de où est-ce que je m'installe ailleurs. Et puis il y a aussi, quand il commence cette liaison, une trahison morale, puisque très rapidement, quand il embrasse cette femme, il sait déjà qu'elle vote Rassemblement National, qu'elle est extrêmement dirigée dans ses idées, et donc à l'opposé de la femme avec laquelle il est. Donc au-delà d'une trahison charnelle et physique, c'est vraiment une trahison des idées et du monde dans lequel il vivait et qui l'entoure depuis des années. Et quelque part, lui est arrivé dans le monde de Rebecca et a pris les idées qui allaient avec et en a été fasciné, mais il vient pas de là. Non, il y aurait eu plus de logique à aller vers le Rassemblement National au départ. Donc Complètement. il y a quelque chose de l'idée du retour à la maison aussi, en termes idéologiques. Oui, on sent bien. Et d'ailleurs, un soir, elle l'invite à un dîner dans une majestueuse demeure. Vous en faites la description pour une fête regroupant les amis chers à Marine Le Pen. Et je me posais la question, je me disais, du coup, dans votre livre, en quoi les lieux que vous choisissez illustrent les personnalités et les conflits internes des personnages? Parce que c'est vrai qu'on passe de cet appartement bourgeois à cette vaste, faste plutôt, demeure du Front National. C'est important pour vous de donner ce décor-là à vos personnages? Je suis aussi cinéaste, je pense souvent en images, et c'est vrai que ça indique comme une tenue ou une façon de parler quand je dialogue extrêmement bien les ambiances dans lesquelles on se trouve. Il y a des lieux. Dans l'histoire, Gilles en plus est architecte, il fait construire un bunker. Il y a plein de choses qui sont très liées au décor et au lieu. Et évidemment, ce château un peu poussiéreux et qui a ce faste à l'ancienne marche assez bien avec cette réunion d'extrême droite. Alors là, c'est vrai qu'on est assez sérieuse depuis le début du podcast, mais en vérité, on va être assez honnête. On rit quand même pas mal dans votre livre. Beaucoup. C'est assez truculent. En effet, je voyais les scènes aussi pouvoir se dérouler assez aisément. Et je trouve que pour donner à nos auditeurs le goût de ce qu'est votre humour et l'humour de vos personnages dans le livre, il y a cette scène vraiment quand ils sont à ce dîner avec Jean-Claude.
fameux Jean-Claude. Vous me corrigez, mais Jean-Claude, c'est bien un ami de longue de date. C'est un ami de longue Alors c'est pas un ami de Capucine. Gilles, De Jean-Claude, Gilles. qui est un ami de longue date, Oui, mais c'est ça. justement, il était un peu beauf pour Blacklisté Capucine. Il par a été Rebecca. un peu, par Rebecca. Il a été un peu écarté par Rebecca pendant des années, et puis il le retrouve à un meeting du Rassemblement C'est ça, national, voilà, et voilà, il retombe soudain dans ses bras. Pareil, cette espèce de retour à la maison, il revient aux sources, à un ami un peu simplé, qui maîtrise du coup beaucoup, puisque lui est rentré dans ce monde intellectuel, donc il a des nouveaux codes, Ouais. et il aime bien l'idée voilà, d'être soudain le couteau le plus aiguisé du tiroir en présence de Jean-Claude. Oui, exactement. Mais c'est aussi intéressant de voir que ce Jean-Claude, il a une vie totalement différente et on se demande si dans quelle mesure il a été mis aussi un peu de côté, peut-être par Rebecca ou par le couple, parce qu'il est célibataire, qu'il n'a pas d'enfant, qu'il mène une autre vie, et dans quelle mesure... Au-delà d'être célibataire, c'est parce qu'il est propriétaire de cabine d'UV, Oui, il est un c'est peu, ça, voilà, il vote extrême droite, il a des idées un peu primaires, et Rebecca Primaire. est dans un monde hyper intello. C'est une éditrice qui vote à gauche, qui est entourée de figures voilà, de l'intelligentsia parisienne. Ça fait mauvais genre d'avoir Jean-Claude à table qui parle qui est toujours de bronzé sa en plus. BMW, voilà. Donc il y a un truc un peu voilà, évidemment c'est vraiment un personnage qui peu à peu est sorti de leur groupe d'amis, et on comprend bien Donc, qu'ils se disent non, il marcherait pas dans le dîner, quoi. On Ça voit ferait tâche. le reste des dîners, et ça ferait un peu tâche. Et donc, Gilles accepte, comme souvent beaucoup d'hommes ou de femmes, quand il y a une union, de devoir mettre se de côté, défaire de certains amis un peu embarrassants. Mais alors, quand il le retrouve, c'est assez truculent. Bon, c'est un peu sorti du contexte, mais on vous l'a donné un petit peu là en parlant. Mais quand il dit j'ai déjà 3 salons en banlieue et on vise Paris. Formidable, uniquement des machines à UV. À Cergy, on commence aussi les épilations, mais c'est à voir. C'est dur de trouver du personnel et je dois gérer un sacré nombre de profiteurs, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, je suis bronzée toute l'année. Ouais, un petit hommage à Trump aussi. Ah ouais. En plus, qu'on n'imaginait pas bronzé noir, plutôt orange. tu Ouais, vois, plutôt très orange. avec un léger petit gloss sur la peau. C'était le... On a découvert votre humour. En tout cas, je pense que vous avez pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre. Moi, honnêtement, j'ai écrit dans une période assez difficile, politiquement, socialement, avec beaucoup de peine. Et en fait, c'était ma bouée de sauvetage. C'est-à-dire que j'arrivais pas à penser à autre chose. Et en même temps, je voulais y penser d'une autre façon. Donc, je me suis dit, en fait, si tu prends un peu de recul sur tout ça... c'est un épisode de South Park, quoi. C'est hyper drôle, j'avais rien à faire. Puis depuis, se sont passées d'autres choses. Malheureusement, la flottille n'a pas pu faire partie mais je veux dire, il y a des trucs mais vous pouvez rajouter, de tous les côtés. Et en fait, ce qui m'a intéressée, c'est de me dire, je vais me moquer aussi bien de ce que je peux représenter que de ce qui se passe dans le monde en règle générale. Et à la fois, je m'en moque, mais il y a une sorte de tendresse. Aucun de mes personnages est jugé. C'est vrai. C'est à chaque fois, pour que ce soit drôle, il faut qu'on les comprenne. C'est vrai. Donc à chaque fois que vous découvrez un personnage, vous arrivez à comprendre pourquoi il en souffre, effet. Pourquoi il commence à voter dans ce sens ou dans un autre. Donc vous pouvez changer d'avis 10 fois en 15 pages, parce que il y a du respect pour chacun. Et donc l'idée, c'est pas de dire tout le monde se trompe, mais de dire on se trompe probablement collectivement parce qu'on est animé par un débat trop passionné. Est-ce qu'il y a un moyen de nous retrouver au centre et d'en parler? Et le rire, je pense, c'est la première façon de désamorcer les conflits et de se dire, bon, alors on va marquer une pause 5 minutes et arrêter nos conneries. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers un monde paisible? Mais vous parlez de recul, vous avez commencé à écrire quand? J'ai juste écrit après. en plein j'ai écrit juste après l'attaque. Quand ça se passait, presque au moment où ça se passait. J'ai commencé à écrire exactement entre les européennes et les législatives. Donc il y a maintenant un an et demi, presque 2 ans. Donc j'ai écrit presque au fil de la plume. Le livre était prêt vraiment en octobre dernier. J'ai écrit en même temps et voilà, c'était le temps de sortir. Mais c'est beau d'avoir réussi à faire
d'avoir fait un livre qui soit aussi caustique et avec de l'humour, avec si peu de recul. Parce que vous auriez pu très bien tomber dans un pamphlet, dans un essai sur pourquoi, comment. Et non, vous arrivez en tant qu'auteur à vous dire, bon, je vais faire un pas en arrière et je vais essayer de voir quelle forme a ce champignon et qu'est-ce qui fait qu'il grossit, qui rétrécit et que la société devient complètement folle. C'est très américain d'ailleurs de traiter de l'actualité immédiate, c'est assez rare en France, mais j'ai beaucoup aimé l'exercice, même si c'est très casse-gueule. C'est très casse-gueule. Mais c'était vraiment intéressant. C'est un peu, j'ai eu un peu le même sentiment que quand je regarde cette série de Morning Show sur Apple avec Jennifer Aniston. Et en fait, il y a ce truc où en fait, on vient de vivre ce qu'ils sont en train de montrer. On est dans l'immédiateté. Avant, c'était le Covid, par exemple, et vraiment, on avait encore des masques, le truc sortait. Après, là, on est vraiment... on a eu la saison précédente post-Capitole avec tout ce qui s'était passé aux États-Unis. Et ça permet, en fait, d'être vraiment concerné, en fait, dans le récit et de nous poser des questions avec juste le léger recul qu'il faut pour pouvoir nous emparer de l'actualité au moment où sort l'œuvre. Donc, ce livre ou la série dont je parle, avec des yeux un peu différents. Moi, j'ai quand même une question à vous poser aussi, c'est sur votre couverture. Je reprends ma voix. Alors, c'est une fois qu'on a enlevé donc la première, comment on appelle ça, on va dire la jaquette. La jaquette, voilà. Beau nom. La jaquette, on arrive donc sur un titre qui est juste cet énorme C qui est sur la couverture, juste la première lettre. fois de son histoire que Grasset change la taille de la police. C'est fou. Ouais, c'est surprenant. Je suis assez flattée. Et c'était une grosse discussion avec le directeur de chez Grasset, Olivier Nora, qui est aussi un de mes 2 éditeurs, avec Christophe Bataille. Et on était tous les 3 dans le bureau et il disait, mais en fait, le problème, c'est qu'après, tous les auteurs vont vouloir changer la taille de la police. Et finalement, on s'est dit, non, on va le faire parce que, en fait, juste une lettre, on regardait, c'était un peu trop petit, c'était un peu bizarre. On disait, personne ne va voir le titre. Et bon, voilà, on a fini par faire ça, donc je suis heureuse d'avoir ce C que je trouve assez majestueux. Il est très majestueux et surprenant. Après, mon esprit un peu retors ne peut pas s'empêcher de penser que ça fait penser aussi au C qu'on voit sur de nombreux drapeaux. Parler du croissant. Je parle exactement du croissant qui représente l'islam. Et je me suis dit, ça me fait vraiment penser à ça, comme une sorte de croissant lune. Et je me suis demandé si c'était fait exprès. C'est votre partie juive, qui est demi-juive, qui parle. Non, qui vraiment parle. pas. Non, vraiment pas. Non, vraiment. Mais vous trouvez pas objectivement? Non. Oui, la forme, oui, mais en réalité, vraiment, en plus, le C dans l'histoire, c'est quand ils parlent du champignon, ils ont peur de le nommer en public parce qu'ils veulent pas que les gens sachent qu'il y a un champignon à leur plafond, et donc ils décident de faire de la même façon qu'on nomme pas Dieu dans la religion juive, de ne pas nommer le champignon et de mettre juste un C. Et pour moi, c'est presque c'est peut-être comme on ne nomme pas Dieu, on ne nomme pas le diable qui est le champignon. Voilà. Et non, je me permettrai pas de en fait, je me permets de rire de beaucoup de choses, mais je me permettrai pas de détourner des symboles religieux, parce que je respecte tous les gens. Peut-être, bien sûr, c'était pas volontaire, mais c'est vrai que quand vous en faites ce que vous voulez, j'avais le droit de penser. Eh bien, je le pense. non, mais c'est vrai que je pouvais pas ne pas vous poser la question. Après, c'est dans ce roman-là, contrairement aux derniers ou aux autres, d'ailleurs, j'avais ce qui peut s'entendre, il y a très peu de musique dans votre livre, à part à la fin, un peu comme un ultime sarcasme dans le chaos, Nuit de folie qui arrive, qui est super. Et surtout, ce que j'ai retenu moi, c'est la chanson. Je sais pas si vous savez, c'est parce que Nuit de folie, c'était la chanson qu'il y avait dans les meetings à l'époque Front National. Non, pas je crois pas. National, mais à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Si vous cherchez, et je me rappelle hyper bien d'un truc qui devait être dans les
je sais plus quelle élection, mais j'étais petite, et de voir la fin du... C'était à l'époque où il ne faisait pas autant de voix que ça, et c'était une fin d'élection, genre post-présidentielle et tout, et il restait juste 15 personnes un peu bourrées avec du mauvais champagne, en train de danser sur Nuit de folie au siège du Front National. Je suis sûre que ça doit se trouver quelque part. On va chercher ça. Et j'ai associé cette chanson à ça, et ça m'a fait marrer de la mettre du coup dans la boîte de nuit. Mais c'est transmissible parce que ça m'a fait marrer aussi. J'étais la Nuit de folie, on est sur une Nuit de folie à la fin, alors que c'était leur musique officielle. C'est fou. Mais moi, j'ai surtout quand même tilté. Alors évidemment, on révèle jamais les fins ici, mais sur cette chanson de fin qui est Anne, ma sœur Anne, de Louis Chédid. Mais si l'on écoute les paroles, elle ressort de sa tanière la nazie nostalgie, elle a pignon sur rue, des adeptes, un parti, la voilà revenue. Hein, l'historique hystérie, Anne, ma sœur Anne, si je te dis ce que j'entends, Anne, ma sœur Anne, les mêmes discours, les mêmes slogans. C'est une chanson qui a été faite, elle s'adressait à Anne Frank dans son imaginaire, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui l'ont chantée sans vraiment faire attention aux paroles pendant des années. Puisqu'elle a l'air un peu entraînante. Oui, c'est vrai. Et oui, c'était important pour moi je l'ai mise là en filigrane. Ça me fait plaisir que ça donne envie aux gens de la réécouter, mais je me souviens très bien, petite, d'être à l'arrière de la voiture et soudain d'écouter comprendre les paroles et de faire le lien. Je pense que la grosse erreur des partis de gauche aujourd'hui, c'est de ne pas comprendre que... en tout cas, de ne pas vouloir comprendre, de faire semblant de ne pas comprendre que quand on stigmatise n'importe quelle population, on est en train d'en stigmatiser d'autres, et qu'ils sont en train de mettre sur l'échafaud ceux qui pensent défendre. Oui. Ça, c'est la gauche, et l'extrême droite, on sait ce que c'est. Alors, ils peuvent se donner une image bien pensante pour le moment, mais voilà, en fait, malheureusement, les extrêmes s'alimentent et sont en train de prendre de plus en plus de place. Et comme on a un centre qui n'est pas glorieux, on est un petit peu ennuyé, quoi. Donc, vaut mieux rire avec le livre tant qu'il en est encore temps, parce qu'on va pas rire longtemps. C'est vrai. Mais d'ailleurs, en fait, ça fait écho avec votre œuvre, parce que je trouve que dans vos romans, donc dans celui-ci aussi particulièrement, on a ces paroles tristes sur un air entraînant. Pour moi, c'est un peu comme une chanson de Rita Mitsuko, c'est-à-dire qu'on vous lit, ça nous entraîne, on se dit, voilà, il y a quand même de la répartie, des joutes oratoires, et en même temps, il y a le côté hyper grave, et c'est ce qu'on ressent avec Louis Chédid aussi dans cette chanson, donc c'est très... évocateur. J'ai toujours aimé ça, moi, les contradictions dans l'art et la nostalgie qui vient s'installer sur des images joyeuses ou inversement. Je trouve que c'est souvent ce qui me crée les plus grandes émotions. Ouais. Mais c'est assez fort, parce que voilà, on révèle pas la fin, mais d'avoir mis cette musique-là sur la scène de fin qui est assez, comment dire... on vous laisse découvrir. C'est quelque chose. Très explosif. Alors, dis-moi, Anne, est-ce que tu ne ferais pas l'interview sans transition, comme ça? Comme tu veux. C'est autre chose à dire. Non, il y a simplement une phrase de Delphine Orviller qui m'a beaucoup marquée dans son dernier entretien au Nouvel Obs, et je pense qu'il résume... qui reprend exactement le contenu de votre livre et de ce que nous vivons en ce moment. Depuis 2 ans, quelque chose s'est emballé. Les voix de la radicalité hurlent autour de nous. Les gens ne parviennent plus à se parler, y compris au sein de leur propre famille. Et je pense que ça résume bien ce qu'on vient de s'en raconter et de ce qu'on est en train de vivre. Et votre livre est sorti il y a 1 an, et je pense qu'en effet, il est d'une actualité forte, et malheureusement, les choses ne sont pas allées en s'améliorant depuis que votre livre a été terminé. Et j'espère qu'il y aura, je ne sais pas s'il y aura d'autres C à venir, mais je pense que vous pouvez alimenter ce fil. J'avais espoir qu'il soit plus d'actualité et que j'imagine on ne sorte pas, mais non. J'imagine. J'ai la chance d'être amie avec Delphine Orviller, et on parle souvent du problème qu'il y a à pouvoir apporter, même dans n'importe quelle communauté, des nuances et des bémols pour pouvoir aller vers les autres. Et en fait, la peur et le chagrin laissent toutes les communautés dans une colère légitime, mais qui, surtout quand on est loin, doit se désamorcer pour pouvoir recréer du dialogue. Sinon, la société ne tient plus debout. Bon, alors, sans transition, on passe sur notre interview, cuisine et confidences. Alors, je vais vous poser
Des petites questions qui ont une saveur toute particulière avec C, bien évidemment. Et questions courtes, réponses courtes. On est parti ? Alors, est-ce que vous êtes plutôt entrée, plat ou dessert ? Plat. Alors, si votre livre était un plat, lequel serait-il ? Une omelette aux Ah, champignons. Toxique ou pas? Baveuse on ou pas? saura après, vous le saurez qu'après l'avoir lu. C'est ça. À lu, je serais. De quoi vous nourrissez-vous lorsque vous écrivez ? De thé vert, Sencha. Ça nourrit le thé vert? Non, mais je mange pas vraiment quand j'écris. Mais... D'accord. Le thé revient souvent chez nos auteurs. Quelle est votre recette pour écrire vos livres ? Je commence toujours par la fin. Et Ouais. ensuite, j'écris en sachant où je veux vous emmener. Je soigne vraiment ma fin, mon début, très longtemps. Ça peut prendre beaucoup de temps. Une fois que je suis certaine de ce que j'ai, que je suis sûre de moi, j'avance. Et là, ça peut prendre des chemins de traverse, mais je connais ma destinée. Vous savez où vous voulez aller. Vous jouez avec nous alors, lecteur. En tout cas, je vous respecte puisque je sais où je vous emmène. Je pense que c'est très complexe quand on part dans des livres et qu'on voit que l'auteur ne sait pas où il va. Et Pas faux. Donc, non, pour moi, c'est vraiment des maths. En tout cas, c'est vraiment une idée que voilà, il y a une construction. Je peux, dans les films, elle est très claire. Dans les livres, je peux avoir des digressions, mais je sais quand même Vous savez nous pourquoi ramener. j'écris et pourquoi je fais tout ça. Sinon, ça n'a pas de sens pour moi. Avec quel personnage de roman aimeriez-vous partager un dîner ? Ça c'est complexe. Anna Karénine. Ah. Ok. Quelle est votre obsession culinaire du moment ? Est-ce que j'ai une obsession culinaire? Oh. J'ai toujours la même obsession, c'est le principe de l'obsession. Pour moi, je suis obsédée depuis que je suis petite par les daifuku mochi, les gâteaux japonais Ah oui ? aux haricots rouges. Ah ouais, Et si je ne mange pas au moins une fois par semaine, ça va pas du tout. C'est pas vrai. Un par semaine ? Ouais, enfin un par semaine, les mauvaises semaines. Mais, à la maison, c'est vraiment un truc que j'ai souvent dans mon réfrigérateur. Waouh, Ouais. ok, ça c'est surprenant. Mm. Mais ceci dit, ça va très bien avec le thé vert parce que ça vient casser le Exactement. côté Ouais. sucré, Wow, c'est c'est très bon. bon. Bah, écoute, avoir vécu au Japon, la base. Vas-y, raconte. On a une petite interview champignons. Je te propose qu'on en cite un chacun, Allez, chacune soyons notre tour. folles. Allez, champignons toxiques ou non toxiques. On y va. Le pied de mouton. On va voir si vous avez bien travaillé votre sujet. Toxique. Non Ah, toxique. C'est pas parce ok. qu'il a un nom pourri qu'il est toxique. Alors, je vous fais juste une digression de 2 secondes. Dans le livre, le personnage a eu une intoxication aux champignons quand elle a 10 ans et ensuite elle a peur Oui. d'en manger pendant des années et c'est un truc qui m'est vraiment arrivé. Ah, Ouais. d'accord. Donc, je connais les champignons et je me suis remise à en manger, mais il n'y a pas si longtemps. Et je suis pas sûre que mon livre me donne envie d'en manger tant que Ah ça. non, je mais, pense pas. Mais oui, c'est pour ça que je ne me connais pas tant que ça en fait. En champignons. D'accord, bon, on va quand même encore vous tester. Alors, le bolet de Satan. Ah, celui-là, il est toxique. Il porte bien son C'est nom, le en rouge effet. et blanc là, non? J'ai pas vu sa Ouais, petite c'est photo. le rouge et blanc qu'il y a sur la couverture du Tintin, je pense. Ah oui, c'est avec les celui-ci. petits points. Mais oui, mais Ouais. bien sûr, celui qui a aussi un emoji. Ouais, C'est le exactement. même. Ah ok, donc c'est pas un cadeau quand tu l'envoies un emoji. Ouais. Amanite panthère. Je dirais que toxique. Il est toxique. Ouais. Bravo. Le coprin chevelu. Celui-là, il a l'air très bon. On le mange, non? Oui, il Ouais. est non Attendez, toxique. répondez. Non toxique. Ah, vous n'avez pas répondu vraiment, vous avez testé le... Non, toxique. Oui, non, C'est le toxique. côté chevelu qui vous a plu. Ouais. Non, je me dis L'amanite. qu'il avait l'air sympa. un peu. Ah, Mm. l'amanite phalloïde. Ça, c'est très toxique. Ouais, c'est vrai. Bravo. L'orange. C'est difficile à dire. Pas toxique. Bravo. Bravo. Ah, vous n'êtes pas si mal, hein. Non, là, vous avez gagné, je pense. Hein. On n'a pas compté les points, Franchement, mais... vous n'êtes pas si mal. Non, il n'y a plus de la moyenne. Ouais, bravo. Nous arrivons à la fin de notre entretien, mais avant ça, il y a la question qui traverse les murs. Notre dernière invitée à ce micro vous a laissé une question pour vous. Et notre invitée était Eliette Abécassis, qui était là à ce micro. Et donc, je vais vous la poser. Enfin, elle va vous la poser. Je lui demanderai si elle est contente d'être entre les États-Unis et la France. Et est-ce qu'elle est nostalgique de Paris? Est-ce qu'elle aimerait revenir ou est-ce qu'elle est contente d'être partie et est-ce qu'elle se sent exilée? Voilà, toutes ces questions. Alors, Nostalgique de plus voir autant des amis comme Eliette, que j'aime beaucoup. Il y a toujours une forme de nostalgie. C'est très difficile de quitter son pays. Moi, ça fait 10 ans et là-bas, je suis une immigrée. J'ai un petit accent français quand je parle anglais, même si je parle très bien. Je suis quand même française là-bas avec plein de choses qui me manquent. Et même si j'ai recréé un écosystème amical, quand on part à 36 ans, c'est tard dans sa vie, on a quand même
voilà, Ouais. des manques. Donc ma famille me manque, des choses de Paris me manquent, la beauté de Paris me manque, et la France me manque sous plein d'aspects. Mais j'ai appris à être heureuse là-bas aussi, donc je ne reviendrai pas. Vous reviendrez pas. Mais Bon. j'exclus pas de repartir encore un jour ailleurs. Mm. J'aurais l'impression d'un retour en arrière, d'une régression qui m'intéresse pas si je revenais. Mhm. Voilà, en tout cas, si elle demande ça parce qu'elle hésite à venir. Je me suis demandé si c'était ouais. pas la soupe. C'est un appel, je pense. Eliette, je t'attends. Je vais te trouver une maison dans le coin. Prochain épisode à LA. On lui transmettra, mais ne mettez pas tous nos auteurs trop loin parce qu'on a besoin d'eux quand même ici. Maintenant, je vais vous demander à vous de poser une question à notre prochaine invitée. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle vient de sortir un livre qui s'appelle Pour la joie ennemie, en fait dans la collection d'une nuit au musée chez Stock, et elle s'appelle Kauter Adimi. Est-ce que vous aurez une question pour notre prochaine invitée? Si vous la connaissez. C'est dans quel musée qu'elle a été Elle était dans le musée... Attendez, j'ai un trou là, je vais vous dire Est-ce que ça tout de c'est elle qui a suite. fait l'Institut du monde arabe? J'ai vu qu'il y en a Oui, un c'est qui ça. sort là. C'est ça, voilà. exactement. Ouais, je la connais malheureusement pas et je l'ai jamais lu, mais je serais ravie de le faire. Je le ferai la prochaine fois. Alors, qu'est-ce que je peux lui poser comme question? Allez-y. Je voulais savoir si elle avait, mais ça vous allez sûrement lui poser la question dans le podcast, mais est-ce qu'elle a vraiment passé cette nuit au musée? Si c'est ça, est-ce qu'elle est venue avec un sac de couchage? Est-ce qu'elle s'est installée au milieu des œuvres? Est-ce qu'elle est juste venue avec un papier et un crayon 2 heures pour le style? Ou est-ce qu'elle a vraiment fait cette... Je trouve qu'il y a une poésie dingue avec cette histoire de passer une nuit entière au musée. Est-ce qu'on s'allonge à côté d'une statue ou en plus au musée du monde arabe, il y a toutes c'est hyper beau, ça a des énormes baies vitrées, donc on voit tout Paris. Voilà, est-ce qu'elle est venue avec des vivres et un thermos? J'adore ces questions pratico-pratiques. Non, mais j'aimerais bien savoir comment, comme écrivain, on vit ça. Est-ce qu'on a vraiment ouvert le musée pour elle toute la nuit? Ça, je trouve que c'est top. C'est super intéressant comme question. D'ailleurs, je me viens une question parce qu'on reçoit pas mal d'auteurs dans la collection de chez Flammarion, Retour chez soi, qui a été créée par Amélie Cordonnier, parce qu'évidemment, ça fait le lien avec notre podcast. On a reçu Thomas Béréverdi, justement, Eliette, qui est retournée à Normal. Est-ce que ça vous dirait justement de passer une nuit dans un lieu qui a marqué votre enfance? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspirerait? Est-ce que vous prendriez votre thé, votre thermos pour y passer une nuit? Ça me dirait, le problème que j'ai, c'est que j'écris tellement, il y a trop de volume déjà, donc j'essaye de ne pas répondre à tous les éditeurs qui m'offrent gentiment des exercices ou des pas de côté, parce que sinon je serais tout le temps dans l'actualité et c'est compliqué. Il faut que je garde un peu de place pour des offres qui viennent d'ailleurs, mais oui. Peut-être il faut que je commence à écrire avec un pseudo pour pouvoir écrire assez. Mais oui, je trouve que l'exercice est très chouette et c'est une très jolie collection. Très belle. Je trouve aussi. Est-ce que tu as d'autres questions que tu aimerais poser, Enzo, ou... Est-ce que le chat va sortir de ta gorge? Écoute, il miaule. Tant que c'est pas un champignon, ça me va. Merci pour cette belle lecture qui a su nous secouer comme il faut et nous surprendre, comme toujours, avec votre écriture. Merci Amanda Sters. Je vous souhaite succès. Avec 2 C. Oui, c'est vrai. Un succès qui pousse comme des champignons. Pour ce C, c'est qu'il y a un ovni nécessaire. Pour moi, ovni, là, c'est plus un objet vénéneux, nuancé et irrévérencieux. Je vous rappelle qu'il est édité aux éditions Grasset et disponible dans toutes vos librairies, qui est toujours un lieu à fréquenter plus que certaines plateformes pour commander des livres depuis le 1er octobre. À bientôt, Amanda. Merci. À bientôt, merci beaucoup. Merci à tous de nous suivre et de nous écouter toujours plus nombreux. Alors n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify, parce que maintenant, oui, on peut mettre des commentaires. Ça fait toujours plaisir et ça encourage. En tout cas, on vous donne rendez-vous pour le prochain numéro qui sera, comme d'habitude, le premier dimanche du mois. Ce sera le dimanche 7 décembre. D'ici là, bon mois de novembre. À bientôt.